C'est ça. Moi, c'est Karine. Puis, aujourd'hui, je vais vous présenter. Dans le fond, c'est un projet que j'ai fait dans le cadre de mon cours d'études individuelles. Puis, je vais vous le partager aujourd'hui. Je vais aller chercher ma présentation PowerPoint. OK. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez bien? Oui. OK, super. OK, donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de bilinguisme. Un petit plus précisément, on va parler des différentes perspectives du bilinguisme, soit celle du bilinguisme additif et soustractif et celle du bilinguisme dynamique. Donc, ma présentation va être divisée en deux parties. La première, qui est davantage théorique, va vraiment retracer l'évolution qui a eu au cours des dernières années par rapport à la conception du bilinguisme chez les chercheurs. Fait que je vais vous présenter les deux grandes idéologies en ce qui a trait au bilinguisme, puis aussi les perspectives du bilinguisme que je viens de vous mentionner qui sont rattachées à ces idéologies. Puis, je vais aussi vous glisser un mot sur le concept de translanguaging, puisqu'il est relié très près à la perspective dynamique du bilinguisme. Ce serait un peu difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. En deuxième partie, ce sera un peu plus pratique. Donc, je vais vous partager certaines implications pédagogiques qui découlent justement des perspectives additives, soustractives, récursives, dynamiques du bilinguisme. Fait que si on commence tout de suite avec l'idéologie monoglossique, la croyance à la base de cette idéologie, c'est que le locuteur bilingue serait considéré comme la somme de deux locuteurs unilingues. Dans le cas, par exemple, d'un individu qui maîtrise l'anglais et le français, il serait considéré comme étant à la fois un unilingue anglophone et un unilingue anglophone et un unilingue francophone. Pour illustrer ça, Garcia utilise l'analogie du vélo. Donc, elle dit de la même façon qu'on joint deux monocycles ensemble pour former un vélo. Si on considère que le monocycle peut représenter un unilingue, lorsqu'on joint ensemble deux unilingues, on obtiendrait un locuteur bilingue. C'est une façon un peu simplifiée de comprendre la base de l'idéologie monoglossique. De là se dégage ce que Baker et Wright appellent le bilinguisme équilibré, c'est-à-dire que le locuteur bilingue devrait avoir une maîtrise égale de ces deux langues, peu importe le contexte dans lequel il se trouve. Donc, si on reprend l'individu bilingue anglophone-francophone, s'il se trouve dans un contexte, peu importe que ce soit formel ou informel, qui l'amène à parler en français, il devrait pouvoir le faire de la même façon qu'un unilingue francophone. On ne devrait pas pouvoir dire à l'entendre parler que cet individu-là n'est pas un locuteur unilingue francophone. Même principe s'il se trouvait dans un contexte où il devait s'exprimer en anglais. Puis le bilinguisme équilibré, c'est un concept très important dans l'idéologie monoglossique puisqu'il est à la base de certaines croyances, entre autres celles voulant que les vrais bilingues soient seulement ceux qui vivent du bilinguisme équilibré. Parce que pour les tenants de l'idéologie monoglossique, lorsqu'un individu bilingue n'arrive pas à s'exprimer comme le feraient deux locuteurs unilingues, pour eux, ça signifie qu'ils ne possèdent pas un vocabulaire suffisamment riche ni de connaissances grammaticales suffisamment solides des deux langues pour s'exprimer adéquatement, qui est toujours ici comme un unilingue. Une autre croyance qui est associée à cette idéologie, c'est que le bilinguisme précoce, ce serait à éviter.
Certains vont entretenir la croyance comme quoi les enfants, lorsqu'ils apprennent en bas âge deux langues de façon simultanée, risquent de vivre une certaine confusion, puis ensuite commettre des erreurs sur le plan langagier. Ça s'explique par le fait que dans une perspective idéologique monoglossique, on considère que les deux systèmes linguistiques sont complètement indépendants l'un de l'autre, un peu comme Garcia tente de l'illustrer avec son image ici. Donc, il y aurait, d'un point de vue cognitif, il y aurait deux zones cérébrales distinctes pour le traitement et la production des langues du bilingue, de l'individu bilingue. Un peu de la même façon, Garcia reprend son analogie du vélo, un peu de la même façon que les deux roues sur un vélo sont indépendantes l'une de l'autre. À tout moment, la personne qui fait du vélo peut choisir de seulement rouler sur sa roue de devant ou de seulement rouler sur sa roue de derrière. C'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe pour le locuteur bilingue qui pourrait dans une perspective monoglossique, à tout moment décider de seulement avoir recours à la langue française, par exemple, ou de seulement avoir recours aux ressources de la langue anglaise, parce que les deux langues sont vraiment séparées. Le modèle du bilinguisme additif et soustractif est celui qui est associé à l'idéologie monoglossique en raison de l'importance de l'unilinguisme au sein du modèle. Fait, je vais vous expliquer ça un peu plus en profondeur en commençant par le bilinguisme additif. Selon Garcia, c'est un phénomène que l'individu va vivre lorsqu'il apprend une deuxième langue et que ça n'entraîne pas de conséquences négatives pour le développement de sa langue maternelle. Donc, elle va le représenter avec l'équation L1 plus L2 égale L1 plus L2. Autrement dit, le locuteur qui possédait des compétences dans sa langue maternelle au début du processus va acquérir une deuxième langue et va devenir ce que Garcia appelle un double unilingue. Il va posséder des compétences langagières dans sa langue maternelle et dans la deuxième langue. Et c'est là le lien avec l'idéologie monoglossique. C'est encore l'idée selon laquelle le locuteur bilingue est la somme de deux locuteurs unilingues. Au contraire, le bilinguisme soustractif va être vécu par un individu qui apprend une deuxième langue, mais qui va entraîner certaines conséquences pour sa langue maternelle. Généralement, il va y avoir substitution de la langue maternelle par la langue que l'individu est en train d'apprendre, ce que Garcia exprime avec l'équation L1 plus L2 moins L1 égale à L2. Donc, pour différentes raisons, l'individu va... donc, pour différentes raisons, l'individu va en venir à progressivement utiliser de plus en plus sa L2 au détriment de sa langue maternelle, ce qui va faire en sorte qu'il va cesser de développer ses compétences dans cette langue-là jusqu'à en venir à devenir un unilingue dans sa deuxième langue. Et c'est là, encore une fois, le lien avec l'idéologie monoglossique, l'importance de l'unilinguisme, mais aussi le fait que c'est grâce à la vision un peu compartimentée de la langue qui découle de l'idéologie monoglossique qui rend possible cette façon de percevoir le bilinguisme. C'est le fait de croire que les langues sont totalement séparées, puis que l'individu peut complètement juste abandonner les ressources langagières de sa langue maternelle pour devenir un unilingue dans sa deuxième langue. Donc, ça fait un peu le tour de l'idéologie monoglossique. Ce qu'il faut surtout retenir de ça, c'est justement l'importance de l'unilinguisme, puis la vision un peu compartimentée des langues. Au niveau de l'idéologie hétéroglossique, pour vous la présenter, j'ai pensé vous lire un résumé du livre de Ludi et Pye parce que je trouve qu'il représente bien les fondements de l'idéologie. Donc, les auteurs disent « Il vaut mieux démontrer que le locuteur bilingue utilise des langues qu'il maîtrise à degrés divers, et ce pour différents contextes communicationnels,
que de chercher à mesurer sa compétence dans chacune des langues en se référant à une compétence idéale unilingue. Ce que ça veut dire, c'est que dans l'idéologie hétéroglossique, on délaisse l'idée du bilinguisme équilibré parce qu'on reconnaît que le locuteur bilingue va posséder différentes compétences dans chacune de ces langues, même différents degrés de maîtrise de ces compétences-là. Et ça, c'est parce qu'il n'utilise pas ces langues pour les mêmes raisons. Donc, il n'est pas amené à développer les mêmes compétences. Fait l'idée aussi que le locuteur doit être le locuteur bilingue doit être la somme de deux locuteurs unilingues est aussi laissée de côté ici. On se rend compte que ce n'est pas ça qui caractérise le fait d'être bilingue. Une autre grande différence avec l'idéologie monoglossique, c'est que ici, on considère que le locuteur bilingue possède un seul répertoire langagier dans lequel va coexister toutes ces langues de façon interreliée. Alors ici, il y aurait seulement une aire cérébrale qui serait dédiée au traitement et à la production des deux langues, et elles sont interreliées, ce qui fait en sorte que ce serait très difficile pour le locuteur bilingue de faire abstraction des ressources langagières de l'une de ces langues, un peu comme le sous-entend le bilinguisme soustractif. Dans l'idéologie hétéroglossique, les langues sont interreliées, puis c'est très difficile pour le locuteur bilingue de les séparer dans son traitement cognitif des langues. On va aussi avoir la croyance selon laquelle ce qui est connu et compris dans une langue va soutenir l'apprentissage et la compréhension d'une nouvelle langue, ce qui fait en sorte que dans l'idéologie hétéroglossique, le bilinguisme précoce n'est pas vu comme une menace. Même si l'enfant en bas âge apprend une deuxième langue, le processus va même lui être plus facile parce que sa langue maternelle va lui servir de base sur laquelle construire. Tout ceci étant dit, Garcia, une auteure qui s'inscrit dans l'idéologie hétéroglossique, considère que le modèle du bilinguisme additif-soustractif, de même que l'idéologie monoglossique qui lui est associée, possède certaines lacunes, en ce sens où elle ne permet pas de traduire fidèlement le traitement cognitif des langues chez l'individu bilingue. Pour elle, l'idéologie monoglossique puis le bilinguisme additif-soustractif, c'est un peu trop une vision simpliste du bilinguisme. Ça ne traduit pas le caractère complexe, flexible et dynamique du processus de communication chez le locuteur bilingue. Et là, elle va reprendre son analogie du vélo pour dire qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus suffisant d'avoir un vélo. Donc, c'est plus suffisant de seulement concevoir le bilinguisme en termes d'additif et soustractif. Désormais, l'individu a besoin d'un véhicule tout-terrain, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose qui lui permet de surmonter les défis de la communication qui, au 21e siècle, se fait de plus en plus multilingue et multimodal. Il a besoin de processus de communication bilingue qui lui permettent de s'adapter à ce contexte-là. Et c'est pourquoi elle va proposer un nouveau modèle de bilinguisme qui, celui-ci, fait référence au bilinguisme récursif et au bilinguisme dynamique. Donc, le bilinguisme récursif, il n'y a pas énormément d'informations sur ce concept-là dans la littérature. Il est quand même relativement récent. Donc, ce qu'on retrouve surtout à son sujet, c'est qu'il s'appliquerait au contexte de revitalisation langagière. C'est possible qu'il s'appliquerait à d'autres contextes, seulement que les chercheurs ne s'y ont pas encore attardés. Mais Baker et Wright, de même que Garcia, remarquent que les individus d'un groupe, d'une communauté linguistique donnée, lorsqu'ils cherchent à revitaliser une langue qui était parlée au sein de leur communauté autrefois, vont procéder à ce processus-là grâce à un bilinguisme récursif. C'est-à-dire qu'ils vont aller puiser dans leur pratique langagière ancestrale
certaines ressources langagières qu'ils vont apporter dans le présent. Généralement, ça va nécessiter d'attribuer de nouvelles fonctions à ces pratiques pour qu'elles puissent être appliquées au présent, puis contribuer à la revitalisation de la langue. Donc, le bilinguisme récursif est vraiment caractérisé par un mouvement de va-et-vient entre le passé et le présent. Et ça se fait de façon graduelle au fur et à mesure que les locuteurs ressentent le besoin d'aller puiser dans leurs pratiques ancestrales pour apporter des ressources langagières dans le présent. La différence avec le bilinguisme additif, parce que selon Garcia, on pourrait tenter de croire que c'est juste une autre forme de bilinguisme additif, c'est qu'ici, le locuteur ne part pas de zéro dans son processus d'acquisition langagière. Autrement dit, il n'est pas un unilingue puisqu'il possède certaines connaissances et compétences de la langue qu'on cherche à revitaliser. Souvent, cette langue-là est encore parlée à différents degrés dans la communauté, soit lors des fêtes traditionnelles ou par les personnes un peu plus âgées, les membres un peu plus âgés de la communauté. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour le locuteur. Et c'est ça que Garcia différencie le bilinguisme récursif du bilinguisme additif. L'autre pendant de son modèle, c'est le bilinguisme dynamique, qui est tout simplement une façon de concevoir le bilinguisme en tenant compte du fait que le locuteur bilingue possède de nombreuses pratiques langagières qui sont toutes interreliées les unes aux autres et qui sont aussi en constante évolution. C'est ce qu'elle tente d'exprimer avec l'image que je vous ai présentée ici. Donc, lorsqu'un individu vit du bilinguisme dynamique, il est en mesure d'aller puiser dans son répertoire langagier les ressources nécessaires pour communiquer le plus efficacement possible selon le contexte dans lequel il se trouve. C'est vraiment ça la clé du bilinguisme dynamique, c'est que le locuteur bilingue sait exploiter ses ressources langagières de façon à s'adapter à son contexte, de façon à s'adapter à ses interlocuteurs pour faciliter le processus de communication. Et ça, c'est en partie possible grâce au translanguaging. Donc, c'est pour ça que je vous disais tantôt que ce serait difficile de séparer les deux concepts, puisque selon Garcia, lorsque l'individu va puiser dans son répertoire langagier ses ressources pour s'adapter au contexte, il fait du translanguaging. Pour approfondir un peu plus ce concept-là, il faut savoir premièrement que la particularité du concept, c'est qu'il traite des pratiques langagières du locuteur et non pas des langues en tant que telles. Quand on parle de translanguaging, on parle des pratiques langagières francophones ou des pratiques langagières anglophones de l'individu. On ne parle pas de la langue française ou de la langue anglaise en tant que système linguistique abstrait. Parce que si c'était le cas, on pourrait confondre le translanguaging avec l'alternance de code. Et selon Dagenet et Garcia, le translanguaging, c'est plus que ça. Ça comprend l'alternance de code, mais c'est davantage que ça. Lorsqu'un individu fait du translanguaging, il va alterner les codes linguistiques, il va aussi alterner les modes d'expression, les pratiques culturelles, les variétés linguistiques, etc., etc. Comme tout ceci, ce sont des éléments qui caractérisent les pratiques langagières d'un individu. C'est pour cette raison qu'on parle de pratiques langagières avec le translanguaging, qu'on pourrait simplifier à une forme d'alternance de pratiques langagières et non pas simplement de code. Et c'est là aussi le lien avec l'idéologie hétéroglossique, c'est que ça suppose que l'individu a un seul répertoire langagier. Si ces langues étaient séparées et traitées séparément, ce serait difficile pour lui d'aller puiser dans ce répertoire-là et de faire l'alternance de ces pratiques aussi efficacement. Ça conclut un peu la première partie de la présentation. Maintenant, pour la dernière partie, je vais vous présenter certains liens qu'il est possible d'établir entre toute cette théorie du bilinguisme et le milieu scolaire. Autrement dit, comment
comment cette théorie-là peut s'appliquer au milieu scolaire minoritaire francophone. Premièrement, selon Baker et Wright, il y aurait deux principales manifestations de l'idéologie monoglottique en milieu scolaire. Premièrement, les acteurs du système scolaire vont vouloir limiter le plus possible l'usage chez les élèves des langues qui ne sont pas la langue d'enseignement. Autre manifestation, l'enseignement et les différentes activités pédagogiques vont être organisées dans l'optique de la séparation des langues. Sachant ça, il semblerait que l'idéologie monoglottique soit celle qui prédomine en milieu minoritaire francophone, puisque les élèves sont encouragés à n'avoir recours qu'à la langue française en salle de classe. La langue française est souvent la seule langue de communication acceptée en salle de classe, à l'exception des cours d'anglais, où là, les élèves peuvent parler en anglais. Puis, comme Dagenet le souligne, les élèves sont aussi fortement encouragés à n'avoir recours qu'à la langue anglaise et aux autres langues en dehors des heures de classe, comme dans les récréations ou sur les heures de dîner. Toutefois, si les enseignants agissent ainsi, puis les autres acteurs du système scolaire aussi, ce n'est pas forcément par mauvaise intention, comme Dagenet tient à le souligner, c'est simplement qu'ils craignent que le bilinguisme des élèves pourrait nuire à leur développement des compétences langagières en français. Ils craignent que s'ils laissent les élèves s'exprimer dans la langue de leur choix, qu'ils vont privilégier l'anglais au français, qu'ils vont donc de moins en moins développer leurs compétences langagières en français et tout ça. Donc, ça vient un peu d'une conception de la perspective soustractive du bilinguisme, ce type de comportement-là. Et c'est dans la bonne intention de vouloir veiller à la vitalité de la langue française. Mais il faut quand même être au courant, je pense, qu'il pourrait y avoir des avantages à privilégier des approches bilingues, surtout par rapport à l'enseignement des sciences. Je suis certaine qu'il y en a dans les autres disciplines, mais comme je me concentre sur l'enseignement des sciences dans le cadre de ma thèse, ici, je vais seulement me référer à cette discipline-là. Il faut savoir qu'au cours des dernières années, il y a plusieurs chercheurs qui ont cherché à souligner l'importance d'intégrer les activités langagières à l'enseignement des sciences, puisque une part importante de l'apprentissage des sciences reposerait sur l'apprentissage de son vocabulaire et de ses pratiques langagières. Ça serait très difficile pour les élèves de bien comprendre le contenu scientifique s'ils ne comprennent pas le vocabulaire qui lui est associé, s'ils ne sont pas capables de formuler des hypothèses, de poser des questions d'investigation, etc., etc. Mais les élèves arriveront seulement à développer le vocabulaire puis les pratiques langagières des sciences s'ils ont l'occasion de lire, de parler et d'écrire en sciences. Le problème, comme Garcia le souligne, c'est qu'en milieu minoritaire linguistique, les élèves peuvent vivre de l'insécurité linguistique, donc sentir qu'ils ne sont pas suffisamment compétents dans la langue d'enseignement pour participer pleinement à ces activités langagières-là. Ils vont alors préférer garder le silence en salle de classe, ce qui ne les amène pas à développer leurs compétences langagières. Pour contrer un peu ce problème-là, Garcia suggère l'exploitation des approches bilingues, puisqu'elle contribue à rendre le climat d'apprentissage sécurisant et respectueux de l'identité langagière des élèves. Lorsque les élèves ont l'occasion d'apprendre dans la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise de s'exprimer, ils sentent d'une part que leur identité bilingue est respectée, ils sentent que les forces du locuteur bilingue sont mises de l'avant dans la salle de classe et ça fait en sorte que malgré leur insécurité linguistique, ils pourraient être plus enclins à participer aux activités langagières. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que selon G, il y aurait 3 critères
qui entrent en jeu lorsqu'un individu se trouve en contexte où il doit apprendre de nouvelles pratiques langagières, et l'un d'entre eux, c'est la compatibilité identitaire. Donc, si on ramène ça à l'enseignement des sciences, si les élèves sentent que leur identité bilingue est compatible avec le vocabulaire propre aux sciences, avec les pratiques langagières des scientifiques, ils seront plus enclins à vouloir se les approprier, à vouloir participer aux activités langagières. Donc, ça pourrait faciliter leur apprentissage des sciences. Il faut aussi savoir qu'en milieu minoritaire francophone, il y a une certaine difficulté de compréhension des concepts scientifiques, justement à cause de cette barrière de la langue. Comme Pruneau et Langy le mentionnent, le vocabulaire scientifique que va utiliser l'enseignant pour véhiculer sa matière est souvent différente de la langue, du langage vernaculaire des élèves, mais aussi de la langue des élèves, de la langue maternelle des élèves pour ceux qui sont anglo-dominants. Parce qu'à l'heure actuelle, on le sait, la clientèle des écoles francophones s'est beaucoup diversifiée. Ce ne sont plus tous des élèves franco-dominants qui la fréquentent. Il y a aussi des élèves anglo-dominants et même des élèves allophones. Mais dans le cadre de ces élèves-là, s'ils peuvent utiliser leur langue maternelle, même si ça veut dire qu'elle diffère de la langue d'enseignement, ça va leur permettre d'aller chercher les connaissances antérieures qu'ils ont emmagasinées dans ces langues-là pour favoriser leur apprentissage des concepts scientifiques, parce que la difficulté que Pruneau et Langy ont observée, c'est que les élèves en milieu minoritaire francophone sont confrontés à un double défi, celui de comprendre la matière véhiculée par l'enseignant, mais aussi comprendre sa langue, son vocabulaire scientifique. Fait que c'est un peu en ce sens-là que Garcia propose d'exploiter le translanguaging comme technique d'étayage, c'est-à-dire partir des ressources langagières que l'élève possède en arrivant à l'école, même si ça veut dire partir de ces ressources qui diffèrent du français pour favoriser son acquisition graduelle du vocabulaire des sciences, des pratiques langagières des sciences. Puis un dernier point que je trouvais pertinent de vous partager par rapport à l'intégration des approches bilingues, c'est que ça peut permettre d'agir sur certaines représentations linguistiques qui sont véhiculées en milieu minoritaire francophone, entre autres celles voulant que la langue française s'intégrerait difficilement à l'univers scientifique. Donc, Boudreau, Dubois et D'Entremont ont remarqué que les francophones en milieu minoritaire entretiennent cette croyance-là, comme quoi l'anglais permettrait de mieux véhiculer les concepts scientifiques que le français. Fait qu'à ce moment-là, si l'enseignement s'organise autour des approches bilingues, les élèves, mais aussi les enseignants, pourraient voir par comparaison que le français permet tout aussi bien de véhiculer la matière scientifique que l'anglais. Fait que c'est intéressant aussi les approches bilingues en ce sens-là. Ça peut avoir des répercussions pas seulement pédagogiques, mais aussi un peu plus socio-linguistiques. Fait que tout ceci étant dit, il est à se demander si ce ne serait pas préférable de s'orienter davantage en milieu scolaire vers une perspective dynamique du bilinguisme pour un peu délaisser la perspective additive et soustractive, surtout lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'identifient comme étant bilingues, comme le souligne Landry dans son étude en 2017, puisque de plus en plus de jeunes apprennent l'anglais et le français de façon simultanée et c'est difficile pour eux de départager les langues dans leurs identités. Donc, mais je suis quand même consciente que les politiques linguistiques scolaires sont encore d'orientation monoglossique, ce qui fait en sorte que même si les enseignants
veulent explorer davantage des approches bilingues, ils ont quand même cette contrainte-là qui limite un peu leurs possibilités. Comme Dagenet va le souligner, ça ne leur ferme pas totalement la porte parce que les enseignants ont quand même une marge de manœuvre dans leur salle de classe quant à ce qu'ils veulent faire, quant aux approches pédagogiques qu'ils veulent exploiter, mais ça limite quand même leurs options et ça peut aussi les ouvrir à la critique de leurs collègues. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut s'adapter à la nouvelle réalité linguistique du système scolaire francophone néo-brunswickois, mais aussi ailleurs en milieu minoritaire francophone, lorsqu'on sait que le bilinguisme est de plus en plus présent dans le système de par la clientèle diversifiée qui fréquente ces écoles, mais en sachant quand même que la raison d'être de l'école francophone a longtemps été, puis est encore, de veiller à la vitalité linguistique du français, d'assurer sa transmission. Fait que c'est un peu de trouver l'équilibre en accueillir davantage les différentes langues des élèves, leurs différentes cultures, tout en veillant quand même à la vitalité linguistique du français. Puis, je pense que ça se fait. C'est seulement qu'il faut trouver un peu le juste équilibre dans tout ça. Alors, ça, c'est mes références. Ça conclut un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez m'en faire part. C'est ça, ça fait que, premièrement, merci beaucoup.